Joël Bockert, vous êtes professeur émérite de l'Université de Montpellier, ancien élève de l'école normale d'instituteurs et de l'école normale supérieure de la rue d'Ulm. Agrégé de sciences naturelles, doctoré sciences, vous avez travaillé successivement au CEA à Saclay, au Collège de France, à la Northwestern University of Chicago, au CNRS. Vous avez enseigné à Paris, bien sûr, Paris 6, et à Montpellier. Vous avez fondé le Centre de pharmacologie et endocrinologie, puis l'Institut de génomique fonctionnelle de Montpellier. Vous êtes spécialiste des communications intracellulaires, notamment au niveau cérébral. Enfin, vous êtes membre de notre académie, bien sûr, et de l'Académie des sciences. Sur cette trajectoire historique de ce matin, quelles sont ces découvertes remarquables de la médecine post-vitaliste à Montpellier, entre rationalité et sérendipité? Que voulez-vous dire? Bon, merci beaucoup Hilaire, et merci beaucoup de m'avoir invité à faire cette présentation. Évidemment, j'aurais dû mettre quelques découvertes, parce que je ne vais pas avoir le temps d'en parler beaucoup de ces découvertes, et je vais en choisir quelques-unes qui me semblent remarquables, et c'est un choix évidemment. Et ça ne sera pas une exhaustivité de la question. Alors, voilà, donc j'ai essayé de centrer mon propos sur une période qui va, bien sûr, à partir de 1806, qui est effectivement une période qu'on pourrait appeler post-vitaliste. Attendez, je vais prendre le micro, voilà, parce que je suis mieux placé ici, voilà. Post-vitaliste, parce qu'en 1806, comme vous savez, Paul-Joseph Barthès meurt, laissant à l'école de médecine de Montpellier une théorie du vivant, le vitalisme, dont on va reparler, je pense, dans ce colloque. Pour Barthès, la vie est une matière animée, bien sûr, d'une force vitale. Et bon, il parle de la force vitale, il dit lui-même qu'il pourrait parler d'autre chose, mais il utilise ce terme de force vitale. Distincte de l'âme pensante et des propriétés physico-chimiques du corps. Elle s'oppose évidemment, par définition, à la conception mécaniste de Descartes, assimilant la vie organique à un automate, certes complexe, mais régi par les lois de la matière inanimée. Alors on voit ici deux positions complètement différentes, évidemment, et en fait, sont-elles si différentes que ça? Alors je vais simplement vous montrer ici, voilà, une petite expérience qui montre que la biologie moléculaire moderne ne choisit pas son camp, et elle va naviguer en permanence entre une approche réductionniste et une approche holistique. Alors, je vous montre cette petite expérience qui, dans un premier temps, va vous montrer... il s'agit donc d'un moteur moléculaire qu'on pourrait appeler un automate vivant, vous voyez, c'est un véritable automate, et cet automate est simplement formé d'une molécule qu'on appelle la kinésine, qui est une molécule ici avec une tige et deux pattes, si on peut dire, et puis une tête qui est chargée de transporter d'autres molécules le long de microtubules, qui sont des rails à l'intérieur de la cellule. L'approche réductionniste, bien sûr, consiste à isoler les kinésines, à isoler les microtubules, à mettre tout ça ensemble, et ensuite à ajouter l'ATP, l'énergie, une espèce de donneur de vie à ce robot, si on peut dire, qui va avancer d'une manière assez intéressante et spectaculaire. Bon, c'est ce qu'on a appelé récemment le vitalisme moléculaire. C'est un peu curieux, mais enfin ça montre bien que, bien sûr, la science moderne n'est pas réductionniste, comme souvent on le dit, mais navigue entre un réductionnisme, bien sûr, élémentaire, mais aussi une reconstitution de ce qu'on peut appeler biologie cellulaire et la physiologie et la vie en général. Après ce petit passage, je trouve la flèche, voilà. Je vais commencer effectivement cette période et essayer de dégager quelques histoires, quelques histoires naturelles de faits remarquables qui ont été associés à la médecine de Montpellier. Alors à partir effectivement du 19e siècle, la théorie vitaliste décline, mais sans jamais disparaître complètement.
Auguste Comte, Henri Bergson, mais plus récemment Georges Canguilhem, referont ressurgir ce vitalisme dans leur philosophie. Probablement parce que notre ego a du mal à admettre que nous ne sommes que physique et chimie. Malheureusement, peut-être que nous ne sommes que physique et chimie, mais on a souvent du mal à l'admettre. C'est Claude Bernard qui va imposer l'approche réductionniste. La médecine cherche alors à étudier les mécanismes biochimiques, moléculaires, cellulaires de la vie, afin de comprendre la physiologie des êtres vivants et le développement des pathologies qui y sont associées. Il faut bien remarquer que ce fut un grand succès. Et parmi ces succès, Montpellier, bien sûr, a pris toute sa part. Alors je voudrais commencer par un débat initié à Montpellier, très important, cerveau et langage. Alors ce débat commence effectivement dans les années 1800 et n'est pas tout à fait fini, comme on le verra. Alors je commencerai donc cette petite histoire du langage de Montpellier par vous parler donc de Marc Dax, que j'ai appelé un oublié de Montpellier, qui n'est pas tout à fait oublié, beaucoup d'entre vous le connaissent probablement, bien sûr, mais ce n'est pas un grand nom bien connu à Montpellier. C'était un médecin de Sommières qui considéré comme un des précurseurs de la théorie de la dominance de l'hémisphère gauche dans la production du langage, devançant de 25 ans les travaux de Paul Broca, qui est bien sûr bien plus connu. C'est en servant comme chirurgien des armées de Napoléon que Dax constata qu'un des blessés ayant une aphasie, incapacité à communiquer verbalement, présentait des lésions cérébrales de l'hémisphère gauche. Vous voyez une plaque dédiée à Marc Dax qui est posée assez récemment devant sa maison natale à Sommières. Alors, ce Marc Dax est-il vraiment le précurseur dans cette localisation de l'hémisphère gauche dans la production du langage? Il semble bien que oui, parce qu'après avoir fait cette première observation, il en fait une quarantaine d'autres et propose un mémoire intitulé « Lésions de la moitié gauche de l'encéphale, coïncidant avec l'oubli des signes de la pensée ». Ceci en 1836 au Congrès méridional de Montpellier. Est-ce qu'il a vraiment produit cette communication? Paul Broca, bien sûr, va le contester, mais c'est son fils Gustave Dax qui, lui-même médecin, fera une communication en 1865 à l'Académie des sciences de Paris et l'Académie de médecine. Et ces résultats ont été publiés en 1965. Donc, bien avant, en même temps, si on peut dire, mais Paul Broca, lui, présenta une communication à la Société d'anthropologie en 1861 au sujet de son patient bien connu, Le Borgne, souffrant d'une aphasie et qui ne pouvait dire que tan-tan, et qui, à l'autopsie, présentait une lésion de la partie postérieure gauche de la troisième circonvolution frontale, l'aire de Broca. Donc là, on est en 1861, et bien entendu, Paul Broca ne pouvait pas généraliser cette position, cette lésion pour tous les patients. Et donc il a dû attendre d'en avoir plusieurs patients et 4 ans avant d'en avoir assez pour vraiment généraliser ce concept de l'aire de Broca. En 65, vous voyez, quelques jours, quelques semaines après la publication en 65 dans la Gazette hebdomadaire de la médecine et de la chirurgie des travaux de Marc Dax. Donc en fait, on a ici une petite compétition entre ces deux, comme ça arrive souvent en sciences, mais en fait, il semble bien que Marc Dax soit quand même ait l'antériorité de cette découverte. Alors, Broca et la médecine parisienne ne furent pas vraiment très tendres, plutôt assez méprisants envers Dax. Broca fait semblant d'ignorer les travaux de Dax et en 1965, il écrit « Les hypothèses de Dax étaient nulles et non avenues aux yeux de l'histoire, puisque non publiées, ce qui n'était pas tout à fait exact. » Louis-Francis Lelu, médecin et philosophe parisien, fut plus terrible encore envers Dax. Il écrit « Il paraît au premier abord surprenant qu'un mémoire d'un médecin de campagne ait été accepté à l'Académie de médecine. » Et que le ton est assez méprisant en effet. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que Marc Dax a été réhabilité relativement récemment par
les neurologues anglo-saxons et les historiens anglo-saxons. Vous voyez ici deux articles, un dans Neurologie, donc rappelant les travaux de Mardas, et un dans The Lancet Neurology, également réhabilitant les travaux de Mardas. Donc en fait, vous voyez, une histoire comme il y en a souvent, mais qui rebondit encore récemment par les travaux et les écrits de notre collègue, le neurochirurgien bien connu de Montpellier, Hugues Dufaux, qui donc spécialiste donc, de la chirurgie éveillée des tumeurs cérébrales de bas grade, et qui a écrit cet ouvrage, très connu maintenant, L'erreur de Broca. Lui, son expérience l'a amené à observer que lorsqu'il enlève, quand il enlève la tumeur dans la région de l'aire de Broca, bien souvent les patients gardent l'usage de la parole. Et donc, bien sûr, il critique cette localisation gauche dans la production du langage. Et il écrit « Les fonctions du langage ne sont pas localisées dans une seule zone du cerveau, mais prises en charge par des réseaux capables de se réorganiser. » Et bien sûr, il a tout à fait raison. Il n'y a pas qu'une seule, il n'y a aucune fonction du cerveau qui n'est localisée à un seul endroit du cerveau. Et bien sûr, c'est un réseau impliquant plusieurs régions. Le borgne était devenu aphasique en raison d'une lésion qui avait endommagé plusieurs aires corticales, mais aussi le connectum, ce qu'on appelle le connectum maintenant, qui sont les réseaux de fibres blanches qui connectent les différentes régions du cerveau. Donc évidemment, notre ami Hugues Dufaux a raison. Il a raison, bien que cette partie gauche soit très importante, mais elle n'est pas la seule, évidemment. En fait, ni Broca ni Dax n'avaient bien sûr affirmé que le langage était exclusivement localisé dans cette région. Et d'ailleurs, Broca lui-même disait que si un enfant naissait ou après la naissance avait une lésion gauche, il pourrait parler en utilisant la partie droite de son encéphale et que le langage n'était pas, la localisation du langage n'était pas génétique. Et donc Dax avait fait également les mêmes remarques. Donc voilà une histoire très intéressante sur le plan scientifique et sur le plan historique. Bien souvent, bien sûr, toutes ces petites controverses, il faut les revoir, etc. et les réanalyser. Et en plus, ça nous donne bien sûr quelques indications sur le fond du problème et sur sa nature. Alors, une autre histoire importante et très intéressante de Montpellier, c'est la transfusion sanguine. Et le rôle majeur joué par les médecins de Montpellier dans cette transfusion. Alors, deux personnages dont on a déjà parlé, en tout cas un, Emmanuel Hédon et Émile Genbreau, sont les deux personnages importants dans cette histoire. En fait, il faudrait remonter un peu plus loin et jusqu'à un autre médecin qui s'appelle Jean-Baptiste Denis, montpelliérain, vous voyez, bien avant, qui avait commencé à faire des transfusions sanguines. Et lui, il utilisait du sang d'agneau et de veau pour faire des transfusions sanguines chez l'homme, chez son patient, qui en avait besoin apparemment. Les rapports disent que les patients allaient mieux, quelques jours en tout cas, et bien entendu mouraient tous. Un procès s'en est suivi, et l'interdiction a été faite aux médecins de faire de la transfusion sanguine à partir de cette date. Bien heureusement, quelques années après, quelques décennies après, la transfusion sanguine est revenue. Emmanuel Hédon était un précurseur qui, dès 1902, a réanimé des chiens et des lapins après hémorragie avec des globules rouges mis en suspension d'une solution isotonique. Premier essai, bien entendu, et c'est en janvier 1914 qu'Émile Genbreau, avec Hédon, a fait les premières transfusions sanguines à Montpellier, et toute première en France, par la méthode de la méthacril, qui était une perfusion directe artério-veineuse d'un patient, d'un donneur, à un receveur, comme l'atteste cet appareillage qui permet cette transfusion. Et ce qui est intéressant, c'est que cette transfusion n'est pas restée dans les laboratoires et dans les hôpitaux. À cette époque, bien sûr, pendant la guerre, et dès 1916, Genbreau, affecté au service de chirurgie mobile des armées, en Champagne, sauve un jeune médecin de l'état-major saigné à blanc grâce à cette transfusion
artério-veineuse. Mais cette opération, bien sûr, était délicate et pas très utile pour une transfusion, surtout en temps de guerre. Et c'est encore Hédon qui, en 1917, fut un des premiers, il ne faut pas le premier dans le monde, mais il fut un des premiers en Europe et en France à utiliser le citrate de soude comme anticoagulant, ce qui permettait évidemment de transporter plus facilement le sang et aussi de faire des transfusions directement par injection veineuse, ce qui bien sûr fait un grand progrès à la transfusion. Ce qui est intéressant, c'est que Genbot, lui, qu'on peut appeler un médecin humaniste, alla directement donc sur le front et fit les premières transfusions à ce moment-là en 1917. Une vraie croisade, puisqu'il passait d'hôpital en hôpital pour montrer la technologie aux médecins, et on peut dire que les transfusés des années 17-18, qui ont survécu, durent probablement leur vie à Genbot. Donc voilà, donc l'Académie des sciences attribua à Genbot le prix Marie Guido Triosi, prix décerné aux savants qui a œuvré pour le bien de l'humanité. Donc, puisqu'on parle d'humanisme aujourd'hui, un exemple de médecin humaniste s'il en est. Je viendrai maintenant dans mon troisième exemple à une découverte majeure faite à Montpellier, probablement une des découvertes pharmacologiques majeures du XXe siècle. Celle est faite par sérendipité, celle des sulfamides hypoglycémiants. Bien connue, mais je vais bien sûr la reprendre ici, puisque c'est vraiment quelque chose de très important et qui en plus a quelques relations avec ma venue à Montpellier. Elle a été faite par sérendipité, donc vous savez ce qu'est la sérendipité, c'est trouver ce que l'on ne cherche pas. Alors bien sûr, et ensuite le chercheur, le savant, doit transformer cette trouvaille qu'il ne cherchait pas en vraie découverte, et en rationalisant, en expérimentant, et en prouvant, bien sûr, en comprenant, bien sûr, pourquoi il avait observé cette bizarrerie, si on peut dire. Alors, les deux personnages, bien entendu, que vous connaissez tous, c'est Marcel Jambon et Auguste Lumatière, qui sont les deux personnages importants dans cette histoire naturelle, si on peut dire. Alors, c'est en 1942 que le professeur Jambon, qui dirigeait la clinique des maladies infectieuses à Montpellier, et qui traitait des cas typhoïdes nombreux dus à la consommation d'aliments contaminés, notamment les moules de Palavas, était bien embêté avec cette pathologie. Les sulfamides commençaient à être utilisés contre la plupart des maladies infectieuses, et Ron Poulenc envoya, probablement par la poste, le RP 2254 au professeur Jambon. Sur les 30 premiers malades traités, 3 décédèrent. Alors, actuellement, une expérience de ce type tuerait complètement le médicament. On n'irait pas beaucoup plus loin. Mais le professeur Jambon, lui, probablement excellent clinicien, remarqua que la mort n'était pas une mort banale, mais c'était une mort due à une hypoglycémie sévère. Avec une clairvoyance remarquable, donc Jambon confia à son élève, Auguste Lumatière, le soin d'analyser que faisait donc ce RP 2254 sur la glycémie. Il utilisa le chien, bien sûr, comme animal pour essayer de comprendre. Il comprit très vite ce qui se passait. En fait, le produit était un puissant hypoglycémiant qui disparaissait si l'animal était dépourvu du pancréas. Donc ce produit agissait sur le pancréas et induisait une hypoglycémie. De plus, il constata que les veines pancréatiques contenaient beaucoup d'insuline. Et donc il avait trouvé comment fonctionnait le RP 2254. Le RP 2254 stimulait la sécrétion d'insuline. Et il proposa que les sulfamides hypoglycémiants pouvaient traiter ce qu'on appelait à l'époque la paresse des mécanismes insulinosécréteurs, le diabète de type 2. Ron Poulenc, comme il arrive malheureusement souvent dans notre cher pays, ne crut pas à cette découverte et laissa tomber les sulfamides de ce type. Ce sont les Allemands, puis les Américains qui ont repris le problème
Et la tolutamine fut créée en 1956 aux États-Unis, suivie par d'autres familles d'hypoglycémants comme la glibenclamide et le glipizide, qui sont toujours utilisés. Auguste Loubatière, membre de l'Académie des sciences, fut sollicité pour présenter sa candidature au prix Nobel de médecine. L'attribution de ce prix aurait été une récompense méritée qu'il aurait dû partager avec Jambon pour la découverte de médicaments qui ont permis et qui permettent encore de traiter des millions de patients de par le monde. Donc voilà vraiment une découverte capitale. Alors, ma relation avec cette histoire est la suivante. Le CNRS, donc, construisit pour Auguste Loubatière, sur le site Arnaud de Villeneuve, le centre de pharmacologie et de pharmacodynamie. Ce bâtiment, vous voyez ici, que vous connaissez, qui est un peu relooké sur le site Arnaud de Villeneuve. Malheureusement, Auguste Loubatière fut terrassé par un AVC en janvier 1977, alors qu'il enseignait. Donc le centre resta vide et deviendra le centre CNRS INSERM de pharmacologie endocrinienne, le CCIPE, que j'ai eu l'honneur de cofonder, et ensuite est devenu maintenant l'Institut de génomique fonctionnelle. Alors, quelques exemples, et malheureusement je ne pourrais en donner que quelques, de travaux ou de domaines dans lesquels la médecine montpelliéraine, la biologie montpelliéraine se sont distinguées. Alors, pour rester sur le diabète, il faut quand même citer que pour le diabète de type 1, pour lesquels les cellules qui produisent l'insuline sont mortes, qui ont été donc tuées par le mécanisme auto-humain, les professeurs Éric Renard et Jacques Bringer ont mis en place un dispositif remarquable qui consiste à un processus automatisé de mesure de glucose en continu, d'analyse des concentrations de glucose, des repas utilisés, etc., par des algorithmes localisés dans le téléphone portable, et l'injection d'insuline à demande pour réguler l'insuline de manière correcte. Ils ont aussi, bien sûr, utilisé des cellules donc, qui sécrètent l'insuline, des cellules d'ambulance, prélevées chez des patients en mort cérébrale et mis dans une poche afin que ces cellules puissent senser la concentration de glucose et sécréter elles-mêmes l'insuline. Donc voilà ici une histoire qui continue sur le diabète. Et je voudrais aussi parler un tout petit peu d'un domaine qui est un domaine d'excellence à Montpellier, un des centres de leadership mondial dans le domaine, qui sont les récepteurs aux hormones, mais aussi aux photons, aux neurotransmetteurs, aux drogues d'abus. Il existe 3% de nos gènes qui sont consacrés à ces récepteurs, qu'on dit couplés aux protéines G, parce qu'ils lient le GDP, etc., et qui sont donc tous dérivés d'un ancêtre commun et qui peuvent reconnaître des messages aussi différents que les photons. Si vous voyez, c'est grâce à ce type de récepteur, le calcium, donc des ions, des hormones, des neurotransmetteurs, des drogues d'abus. À Montpellier, une famille de récepteurs a été découverte, dite la famille C, qui a une structure, vous voyez, maintenant on connaît la structure cristallographique de ces récepteurs, et une structure assez particulière, mais qui sont capables de reconnaître à la fois le calcium, le glutamate, le GABA, qui sont des neurotransmetteurs, mais aussi les molécules sucrées. Donc si vous sentez le sucre, c'est grâce à ces récepteurs, et aussi le goût umami, le goût de la viande, qui est donc un goût que vous connaissez, bien sûr, mais qui n'est pas souvent, bien sûr, cité. Et alors, ceci est fait dans le laboratoire IGF, et découvert dans ce laboratoire, mais aussi un autre laboratoire qui était très important dans ces récepteurs, c'est le laboratoire IBMM de Jean Martinez, qui a synthétisé énormément de molécules qui activent ou inhibent ces récepteurs, dont une molécule qu'il a réussi à mettre sur le marché, macrylène, qui est une molécule qui va stimuler la sécrétion d'hormones de croissance et qui est donc a été mis donc sur le marché pour déficit en hormones de croissance ou la catéchie. Et donc c'est aussi assez remarquable parce qu'il est très difficile, comme vous le savez, de mettre un médicament sur le marché. Actuellement, c'est très cher et très difficile.
et Jean Martinez l'a fait. Donc il y a aussi un autre laboratoire que je n'ai pas mis ici, qui est le CBS, qui maintenant aussi travaille sur ces récepteurs, et donc on a ici une conjonction vraiment d'études qui vont de la structure cristallographique à la synthèse molécule, et qui fait de Montpellier un centre majeur dans ce domaine. Un autre, bien sûr, point clé de Montpellier, dans la recherche actuelle, moderne, c'est le cycle cellulaire et le cancer. Alors le cycle cellulaire, vous savez probablement que les cellules se divisent, et cette division qui se termine par la mitose, la production de 2 cellules à partir d'une seule cellule, est très complexe. Elle utilise beaucoup de protéines dans tout le cycle de production de la nouvelle cellule. Et en fait, c'est en 88 que Marcel Doré, qui travaillait dans le laboratoire Jacques Demaille au CRBM, a découvert une de ses premières molécules importantes pour le cycle cellulaire, qu'il appelle le MPF, Maturation Promoting Factor, qui est en fait un complexe qui permet l'entrée dans la division cellulaire. Beaucoup d'autres protéines ont été découvertes dans cette décennie, et le prix Nobel a été attribué à trois chercheurs, un Américain et 2 Anglais, pour ce cycle cellulaire et les protéines impliquées dans le cycle cellulaire. Marcel Doré aurait dû être impliqué aussi dans ce prix Nobel, mais là aussi, comme ça arrive souvent en France, notre capacité à faire du lobbying dans cette direction est tellement mauvaise que bien souvent les chercheurs sont oubliés. Le cycle cellulaire, bien sûr, toute régulation dans le cycle cellulaire va amener à une prolifération anarchique et bien sûr à la formation des cancers. Beaucoup de laboratoires sont impliqués à Montpellier dans le cancer, et un des laboratoires bien sûr intéressants, aussi important, est l'IGH, et Marcel Béchaly a été un précurseur justement dans ce phénomène de réplication de l'ADN qui va permettre donc de donner 2 copies d'ADN pour faire 2 cellules filles, et sur ce qu'on appelle les origines de réplication, les endroits où cette réplication de l'ADN commence. Toute erreur dans cette réplication va aussi conduire à des défauts génétiques et à la formation de cancer. Notez qu'au cours de notre existence, notre organisme va produire 2 puissance 16 mètres d'ADN pour assurer la duplication de l'ADN. Alors vous voyez que le nombre d'erreurs possibles est très très grand. Heureusement, on a beaucoup de systèmes de réparation, et Philippe Alzero est un de ceux qui étudie ces systèmes de réparation. Alors le cancer, c'était la grande affaire de Montpellier, bien sûr, associé à ces travaux de biologie fondamentale. Comme j'ai dit, beaucoup de laboratoires ont des équipes qui travaillent sur le cancer, et bien sûr, les laboratoires principaux qui ne font que ça, si on peut dire, sont l'ICM et l'IRCM à Val d'Orel, un centre remarquable qui était fondé par Paul Lamarck en 1939, et dont les directeurs ici, Henri Pujol présent aujourd'hui, mais aussi Jean-Baptiste Dubois, Jacques Douberg et Marc Ichou ont été les successeurs. Bien sûr, je ne peux pas citer tous les travaux qui sont faits là-dessus, il faudrait plusieurs colloques. Je souhaite simplement dire qu'un des espoirs dans le cancer aussi sont les biomarqueurs sanguins, c'est-à-dire la possibilité de détecter une tumeur chez un individu simplement en regardant, en analysant l'ADN ou l'ARN ou les cellules elles-mêmes qui sont présentes dans le sang et qui proviennent des tumeurs qu'on n'aurait pas encore détectées. Alors, bien sûr, très frustrant de ne pas parler de tout le monde, et c'est le meilleur moyen de se faire beaucoup d'ennemis, mais c'est le jeu. Mais avant de terminer, quand même, je voudrais citer d'autres médecins montpelliérains et chercheurs de talent et qui ont fait des travaux remarquables. Jacques Touchon sur la maladie d'Alzheimer, Christian Hamel, malheureusement décédé, sur la thérapie génique de la rétine, Philippe Koub, pour un neurochirurgien aussi excellent et très connu international sur la dystonie musculaire sévère, et Christian Jungersen pour la thérapie cellulaire. Et la dernière diapositive, je voudrais évoquer le problème de... Donc, on a eu une école de Montpellier qui est restée célèbre, l'école du vitalisme de Montpellier, dont on reparlera dans ce colloque. Et on peut se demander, effectivement, est-ce qu'il y a une spécificité actuelle de la médecine de Montpellier?
Alors, à part quelques domaines que j'ai rapidement esquissés, qui en font quand même un centre important de la médecine internationale, il y a peut-être un autre domaine dans lequel Montpellier peut exceller, ou excelle déjà, c'est le fait que la médecine, bien qu'on l'a dit ce matin, et bien sûr la médecine se centre sur la santé humaine, c'est son rôle, mais bien sûr ce n'est absolument pas suffisant actuellement, et on le voit avec la pandémie de Covid, mais on le voyait bien sûr bien avant, on ne peut pas parler de santé humaine sans parler bien sûr de santé animale. Et les zoonoses, bien sûr, nous le rappellent tous les jours, si on peut dire. Et on ne peut pas parler de santé humaine, de santé animale, sans parler de santé environnementale. Et ça aussi, on nous le rabâche, si on peut dire, si je me permets d'utiliser ce terme, tous les jours. Donc en fait, une des spécificités, c'est effectivement de se rentrer dans ce que les anglo-saxons appellent One Health, c'est-à-dire une médecine globale qui englobe tout ça, et avec tout, bien sûr, tous les chercheurs, les organismes qui vont de CIGRAD au CNRS, INSERM, CHU et d'autres, qui s'intéressent à l'ensemble de ces domaines. Je crois que Montpellier est bien placé pour être aussi un leader mondial dans ce qu'on appelle actuellement One Health, donc la médecine globale, et effectivement l'Université de Montpellier, avec ce projet Nourrir, Protéger, Soigner, est bien placé pour être un leader dans ce domaine. Donc je vous remercie de votre attention.